Bonjour à tous. Il est 16 heures, l'heure prévue pour le début de cette formation. Je vous propose donc de commencer. Donc, à nouveau, bonjour à tous et bienvenue à ce nouvel opus des webinaires organisés par Chopin Technologies. Pour rappel, Chopin Technologies est une marque du groupe KPM Analytics et cette série de webinaires a pour ambition, a pour objectif de partager avec les meuniers, les boulangers, l'ensemble des acteurs de la filière blé, farine, pain, et plus globalement toutes les personnes qui sont intéressées par ce domaine d'activité, donc de partager avec eux, de partager avec vous un certain nombre de retours d'expérience, d'idées, de savoir-faire sur des thématiques liées au contrôle de la qualité des farines et des pâtes. Et le thème du jour sera plus particulièrement dédié à la fermentation, une des étapes clés du processus de panification. Avant d'entrer dans le cœur du sujet, je voudrais juste vous communiquer quelques informations pratiques. Je vais commencer par me présenter pour ceux qui ne m'auraient pas déjà vu lors des précédentes sessions. Je m'appelle Olivier Lebrun. Je suis spécialiste produits et applications chez Chopin Technologies depuis quelques années maintenant. Et je vais avoir le plaisir de vous présenter ce webinaire dédié à la fermentation au nom de toute l'équipe application et plus globalement de l'équipe Chopin. D'un point de vue pratique, ma présentation va durer une 30 à 40 minutes environ, à la suite de laquelle je ferai de mon mieux pour répondre aux questions que cette dernière aura peut-être suscitées et aura, je l'espère, suscité. Alors, je vais juste en profiter pour vous informer que si vous avez des questions, vous pouvez dès maintenant et tout au long de ma présentation les poser via le petit module questions-réponses proposé par Zoom. Et si bien sûr, ultérieurement, dans les jours qui viennent, vous aviez des questions ultérieures, n'hésitez pas, vous pourrez nous contacter, vous avez les adresses mail à la fin. Autre point que je voulais mentionner, cette présentation va être enregistrée et donc vous aurez bien entendu accès à l'enregistrement si vous le souhaitez. Le lien vous sera communiqué dans les prochaines heures, les prochains jours, je ne sais plus exactement, à l'adresse mail que vous avez utilisée pour vous inscrire. Ça sera l'occasion pour vous, si vous le souhaitez, de revenir sur certains éléments qui n'auraient pas été forcément très clairs en direct ou d'approfondir d'autres points ou encore de partager cette présentation avec certains de vos collègues qui n'auraient pas pu se joindre à nous aujourd'hui. Voilà, c'est quelques rappels ou préambules réalisés. Je vous propose de passer au cœur du sujet et de parler de la fermentation. Donc, l'objectif de cette présentation, c'est bien sûr pas de faire un cours théorique et dans la longueur sur la fermentation. Je n'en ai pas le temps ni les compétences techniques et scientifiques. L'idée, c'est vraiment de faire quelques rappels rapides sur ce qu'est la fermentation, comment elle se situe, où elle se situe dans le processus de panification, euh, en quoi elle impacte le produit fini, quels sont les enjeux pour le consommateur, pour le producteur, quels sont les facteurs qui impactent cette fermentation et de quelle manière. Et puis, dans un second temps, de vous présenter, vous proposer les outils proposés par Chopin que l'on pense être en mesure de vous aider ou d'aider le boulanger à maîtriser cette étape importante et cruciale du processus de panification. Donc voilà un petit peu pour le contexte. Et si on repositionne un petit peu cette présentation dans un contexte un peu plus général, je commencerai par rappeler que la panification est un processus complexe et qu'il n'existe probablement pas à travers le monde deux processus de panification absolument identiques. En fonction du produit que vous allez vouloir fabriquer, que ce soit du croissant, du buns, du pain de mie, de la baguette, vous allez bien entendu pas utiliser la même recette, pas le même matériel et donc pas le même processus de panification. De la même façon, même pour un même type de produit, du pain par exemple, en fonction de la région, le pays dans lequel vous allez trouver et des attentes de votre consommateur, de votre client, vous allez là encore pas mettre en œuvre exactement le même processus de panification, parce que dans un cas, le consommateur va souhaiter un pain plutôt aéré, dans un autre cas, une mie plutôt dense, une mie plutôt colorée, une mie plutôt blanche. Donc des attentes aussi différentes en termes de qualité finale du produit fini qu'on peut proposer. Et par ailleurs, chacun d'entre vous, chacun des boulangers ou des producteurs a aussi des contraintes spécifiques qui lui sont propres
en termes de matériel, de type de pétrin, de ligne de production, de diviseur, que sais-je, de façon globale au niveau du process. Donc, si on voit bien qu'il n'y a probablement pas à travers le monde deux process de panification absolument identiques, néanmoins, il y a toujours quelques grandes étapes dans ce processus de panification qu'on peut identifier et retrouver sur 90, pour ne pas dire 100% des processus. Alors bien sûr, en commençant par ces grandes étapes, ce qui concerne la première, c'est la sélection de la recette et des ingrédients nécessaires à fabriquer le produit. Alors ça peut être des recettes relativement simples, basiques, constituées uniquement de farine, eau, sel, levure, à des recettes beaucoup plus complexes, intégrant de la matière grasse, des sucres et tout un tas d'autres produits potentiellement. Une fois qu'on a fait le choix de ces ingrédients, il va falloir les mélanger et puis c'est tout, les pétrir ensemble de façon à obtenir une pâte qui soit homogène et qui a les caractéristiques rhéologiques en termes d'extensibilité, d'élasticité, que sais-je, attendues pour produire le produit que l'on souhaite. Il faut ensuite le façonner, c'est-à-dire lui donner la forme que l'on souhaite, la forme d'un croissant pour un croissant, une forme plutôt allongée pour une baguette, une belle boule pour un buns, et bien d'autres formes possibles. Et puis, une fois cette étape-là préparée, il faut lui laisser le temps de fermenter, de développer pour obtenir le produit avec un volume final ou un produit que l'on souhaite le plus important possible généralement, ou en tout cas adapté, correspondant aux attentes de mon consommateur. Cette phase de fermentation effectuée, il va falloir cuire le pain et puis le laisser refroidir pour pouvoir le déguster avec tout le plaisir que cela peut procurer. Et donc, lors des 2 premiers séminaires organisés cette année, nous étions focalisés sur une première partie, sur plutôt la partie pétrissage pour la première étape. Sur le second, nous étions focalisés sur la partie façonnage. Et le but aujourd'hui, c'est de nous focaliser un peu plus sur la partie fermentation. La fermentation, en gros, c'est ce processus relativement magique, pour utiliser le mot, qui permet à une masse de pâte relativement dense au départ de devenir un pain bien levé, bien aéré et très savoureux. Alors, comme on l'a vu, les processus de panification sont très variés et le processus ou la phase de fermentation ne déroge pas à cette règle de variation. Le premier facteur de variabilité, c'est bien sûr le type d'agent levant qui est utilisé. Ça peut être du levain, mais là déjà sur le terme de levain, il peut y en avoir des différents, avec un goût, une acidité variable. Ça peut être une levure. Cette dernière peut être de différentes souches. Elle peut se présenter également sous différentes formes. Une levure liquide, levure pressée, levure séchée, peut-être d'autres. Et où ça peut être aussi un mix de levain-levure. Donc une première source de variabilité importante concerne le type d'agent levant utilisé. L'autre source de variabilité importante concerne la conduite de fermentation. Donc on a déjà vu dans le petit diagramme du slide précédent que généralement il y a au minimum 2 phases de fermentation, une fermentation en cuve qu'on peut appeler pointage et une phase de fermentation, on va qualifier de finale, l'après. Mais de la même façon, il peut y avoir encore beaucoup plus de variabilité au niveau du process de fermentation lui-même. Ça peut être une fermentation directe. Il peut y avoir des phases de préfermentation sur pouliche ou autolyse. On peut avoir des phases de pousse contrôlée, des phases de surgélation. Donc réellement une grande diversité tant au niveau des process que des agents levants. Par contre, il y a à chaque fois un point commun, une unité au niveau de ce processus de fermentation qui est le processus biologique en lui-même de fermentation alcoolique. Et pour résumer et simplifier à l'extrême, cette fermentation alcoolique, c'est l'opération qui va permettre de transformer des sucres simples fermentescibles, le glucose, pour faire simple, en alcool, en énergie et surtout en gaz carbonique qui va servir de vecteur à la levée, à l'aération du produit et à la prise de volume du produit fini. Et bien sûr, cette phase de transformation est engendrée et générée par la levure en l'absence d'air. Donc, si on regarde un petit peu maintenant qu'on a vu ce processus unique, on va prendre juste un tout petit peu de recul pendant quelques secondes. Cette fermentation alcoolique existe et en tout cas utilisée depuis de très nombreuses années. On suppose qu'elle a été découverte, mise en œuvre les premières fois par les Égyptiens il y a à peu près 4000 ans avant notre ère, donc 6000 ans avant aujourd'hui,
Par contre, si elle est utilisée et connue depuis très longtemps, les phénomènes précis qui la régissent ont été expliqués beaucoup plus récemment, il y a environ 150-200 ans, donc au milieu du 19e siècle, par Louis Pasteur. Ce qui est important aussi de noter, c'est que cette fermentation alcoolique est impliquée dans la production du pain. C'est ce qu'on va essayer de détailler un peu plus longuement au cours de cette présentation. Elle est aussi directement impliquée dans la production de différents alcools, du vin, de la bière. Et il existe également d'autres types de fermentation, lactique, acétique, pour produire des yaourts, du vinaigre et tout un tas de produits alimentaires. Donc l'idée, c'est juste là de dire que ces phénomènes de fermentation, alcoolique ou autres, sont extrêmement présents au niveau de l'agroalimentaire et des processus de transformation des aliments. Alors, ce que je vous ai dit, nous, on va se focaliser aujourd'hui plus sur les aspects panification. Et dans ce cadre-là, la fermentation alcoolique a de nombreux impacts et influe sur de nombreux paramètres. Bien entendu, sur le développement des arômes du pain, le goût, l'acidité, et on sait globalement que plus la fermentation va être longue, plus ces arômes, plus ces goûts vont pouvoir se développer. Cette fermentation va aussi avoir, ça c'est peut-être un petit peu moins évident ou intuitif, une action importante sur l'amélioration ou en tout cas l'évolution des caractéristiques gréologiques de la pâte après le pétrissage. La pâte est bien sûr formée au cours de cette étape, le pétrissage, mais continue d'évoluer tout au long du processus de panification et de cette phase de fermentation. Et puis, un autre point à ne pas négliger, c'est que la fermentation va aussi avoir un impact sur la durée de vie du produit fini. Globalement, plus la fermentation va être longue, plus le produit fini va pouvoir se conserver longtemps. Donc, on voit là déjà qu'il y a un panel de paramètres qui sont impactés par cette phase de fermentation. Mais bien sûr, j'ai oublié, je n'ai pas cité pour le moment peut-être le paramètre qui est le plus important, qui est recherché avant tout lors de cette phase de fermentation, c'est-à-dire d'obtenir la levée de la pâte, d'obtenir un pain aéré avec un beau volume. Alors bien sûr, la notion de beau volume va dépendre du produit que vous voulez faire et va être dépendante de chaque utilisateur, de chaque producteur, mais globalement, on fermente la pâte pour obtenir un pain aéré avec un volume adéquat. Alors, ce qu'on vient de voir, c'est que si on veut pouvoir produire des pains volumineux, des pains aérés, il va falloir produire du gaz. Il va falloir que la levure travaille pour produire ce gaz. Et elle va travailler plus ou moins vite, en fonction d'un certain nombre de facteurs. Un certain nombre de facteurs liés à cette levure elle-même, bien entendu la quantité de levure. Plus je vais en mettre, plus je vais produire de gaz. C'est relativement basique et intuitif. Mais également en fonction de la souche de levure qui va exister. Elles vont travailler plus ou moins rapidement en fonction des conditions de l'environnement, tel qu'on pourra le voir tout à l'heure, dans lequel elle est présente. Et les levuriers proposent actuellement tout un tas de souches de levure plus ou moins adaptées à tel ou tel type de pâte, à tel ou tel type de produit. Elle va dépendre aussi des conditionnements de cette levure, sèche, fraîche ou liquide. Elle ne va pas travailler à la même vitesse ou se remettre en œuvre de la même façon. Et puis, bien entendu, la levure est un organisme vivant. En fonction de la façon dont elle a été conservée, elle va avoir une activité plus ou moins importante. Et si elle a vraiment été conservée dans de très mauvaises conditions, très longtemps, elle peut être complètement inactivée. On peut avoir une levure morte. Donc vraiment, le premier facteur qui va impacter l'activité de la levure et la production de gaz, ce sont tout un tas de facteurs liés à la levure elle-même. Mais ce ne sont pas les seuls facteurs influençant cette production de gaz. D'autres facteurs vont être liés à la recette, la farine et plus globalement l'ensemble des ingrédients présents dans cette recette. Donc ça va être quoi ces facteurs-là? Ça va être principalement le type de sucre fermenté cible. Certains vont être utilisés très rapidement par la levure et permettre de produire du gaz très rapidement. D'autres vont être un peu plus lents à être fermentés, à être utilisés et donc vont générer une production de gaz plus tardive et plus lente. Bien sûr, il va y avoir ce type, mais il va y avoir aussi la quantité de ces sucres fermentés cibles. Si je n'ai pas beaucoup de sucre fermenté cible, la levure ne va pas pouvoir travailler, pas produire beaucoup de gaz. Alors, quand on entend sucre disponible, il y a les sucres directement disponibles, directement fermentés cibles, déjà présents dans la farine ou plus globalement dans la recette, mais il y a aussi toute la réserve potentielle de ces sucres fermentés cibles. Et la
la réserve potentielle pour ces sucres, c'est l'amidon contenu dans la farine. Cet amidon va pouvoir être dégradé par une amylase, par les amylases présentes dans la farine, dans la recette, pour transformer cet amidon en sucre fermenté cible. Et ben, bien sûr, cette transformation de l'amidon en sucre fermenté cible sera plus ou moins importante, plus ou moins rapide, en fonction de l'activité des amylases et éventuellement en fonction de la quantité d'amidon endommagé. Plus l'amidon endommagé va être présent, plus les amylases vont pouvoir agir efficacement et donc potentiellement, plus elles vont pouvoir produire des substrats utilisables par la levure. Si on continue à découler les facteurs liés à la pâte, liés à la recette, ces constituants de la recette vont induire un certain pH à la pâte. Et comme tous les organismes vivants, la levure va être plus ou moins sensible, plus ou moins efficace en fonction du pH de la pâte. De la même façon, les éléments de la recette vont avoir un impact sur ce qu'on appelle la pression osmotique dans la pâte. Pour essayer de schématiser, on sait que le sel, le sucre sont des éléments qui vont augmenter la pression osmotique, la capacité à retenir de l'eau. Et globalement, lorsque ces éléments sont présents dans la recette, l'eau va avoir tendance à migrer de l'intérieur des cellules de levure vers ce sucre, vers ce sel, et les levures seront donc moins actives et produiront moins de gaz. Donc globalement, la présence de sucre ou de sel, notamment en quantité importante dans la pâte, vont eux aussi jouer un rôle important sur cette production de gaz. Et puis, il ne faut pas oublier tout un tas d'autres éléments qui peuvent être présents dans certaines recettes, des acides, éventuellement des agents antimoisissures, qui eux aussi peuvent avoir un effet inhibiteur total, ou plus ou moins partiel, sur cette levure. Donc, on voit que juste déjà sur la notion de production gazeuse, il y a des facteurs liés à la levure elle-même, des facteurs liés à la recette, et bien sûr des facteurs liés à l'environnement. Une fois encore, la levure, c'est un organisme vivant qui va posséder un optimum de température pour son activité, un optimum d'hygrométrie et éventuellement de la pression atmosphérique. Et bien entendu, en fonction du type de levure, du type de souche, ça peut changer. Mais si la température est trop froide ou trop chaude, la levure travaillera moins que si on est à la température idéale. Cas extrême, si la température est vraiment trop importante, on peut carrément inactiver, détruire, faire mourir les levures et dans ce cas-là, elle sera complètement inactive. Donc, voilà, globalement, on vient de voir que pour pouvoir produire un pain levé avec un beau volume, il faut produire du gaz. Et pour ça, il faut que la levure puisse être active. Mais si on vient de voir que cette production de gaz et d'activation de la levure est une condition nécessaire et indispensable, est-ce qu'elle est suffisante? La réponse est bien sûr non. Il ne suffit pas de produire du gaz pour un beau volume. Encore faut-il que la pâte que j'ai produite soit capable, de se déformer sous l'effet de ce gaz, donc on a une pâte suffisamment extensible, et de retenir ce gaz, c'est-à-dire qu'elle soit capable de se déformer sans rompre, sans libérer le gaz produit dans l'environnement extérieur. Et donc, si on veut avoir un beau volume du produit fini, un beau volume de la pâte, il est indispensable d'avoir deux conditions de rempli. Un, être capable de produire du gaz, et deux, de capable de retenir ce gaz, qu'il y ait une bonne adéquation entre ces deux entités, entre ces deux phénomènes. Et si l'un ou l'autre ou les deux de ces phénomènes n'est pas présent, il sera très difficile d'obtenir un produit fini avec le volume adéquat, avec le volume souhaité. Concrètement, cela signifie que pour un même défaut, un pain peut développer un pain avec un faible volume, il peut y avoir deux origines, ou en tout cas des origines diverses. Soit une origine liée au manque d'activité des levures, on ne produit pas suffisamment de gaz, ou au contraire, un manque de rétention. C'est-à-dire qu'on a produit du gaz, mais la pâte n'est pas soit capable de se déformer, soit au contraire, elle se déforme, mais n'est pas capable de retenir tout ce gaz et finit par se déchirer, si je peux m'exprimer ainsi, au bout d'un certain temps. Et donc, toute la question, à partir du moment où on a un pain qui n'a pas le volume désiré, est de savoir si ce défaut au niveau du volume est lié à un problème de production ou à un problème de rétention gazeuse. Comment le savoir? Bien sûr, il y a toute l'expérience du boulanger. Et le boulanger va pouvoir suivre au cours de tout son processus de production, que ce soit à partir de la phase de pétrissage, de détente, de division,
et bien entendu, juste avant la mise au four, de suivre l'évolution de sa pâte et voir comment elle se comporte. Il va avoir une première indication. Mais ça ne va pas toujours être suffisant pour pouvoir faire un diagnostic précis et fiable de la difficulté ou du défaut qui va générer ce problème de volume. Alors, il peut s'aider, bien sûr, d'un certain nombre d'analyses en première approche. Le plus simple étant déjà de vérifier qu'il y a un développement de la pâte. Pour ça, il suffit de mettre la pâte dans ce qu'on appelle un petit mesureur de pouce, qui globalement est juste un petit récipient gradué. On va mettre la pâte, faire levurer, positionner l'ensemble dans une étuve à la température adéquate, et puis regarder au bout d'un certain temps que la pâte a bien monté, de combien elle a monté, est-ce qu'elle a suffisamment monté ou pas par rapport aux attentes. Et éventuellement, il y a des systèmes un peu plus performants qui permettent non seulement de le voir à un instant T, mais aussi d'enregistrer les différentes variations et voir si la pâte, par exemple, s'est effondrée après un certain temps à l'étuve. Donc là, on va avoir une première approche, mais globale, sans vraiment savoir quelle en est la cause. On peut compléter éventuellement cette analyse par une analyse du dégagement gazeux. Des systèmes tels que le rhizographe permettent d'avoir une idée de quelle quantité de gaz, ou en gros de l'activité de la levure. Est-ce qu'elle produit du gaz ou pas et en quelle quantité? Donc ces éléments sont bien sûr intéressants pour aider le boulanger à comprendre l'origine de ces difficultés ou à mieux maîtriser sa fermentation. Elles présentent quand même, selon moi, plusieurs défauts. Le premier, c'est qu'elles sont distinctes. On est obligé de faire deux analyses différentes et il n'est pas toujours évident de faire les liens entre chacune des observations qu'on a faites. Pas fait forcément dans les mêmes conditions de temps, les mêmes conditions de température, le même environnement sur le même type de pâte. Et puis, il manque quand même, à mon avis, un élément essentiel, c'est la quantité de pâte qui est réellement retenue. On a de gaz qui est réellement retenu. On a une idée sur la quantité de gaz qui est dégagée au total, qu'on a produit. On voit bien le résultante de ce gaz, mais si jamais il s'est passé quelque chose entre deux, on ne sait pas trop si le gaz, il est parti, il n'a pas été développé. Et donc, l'idée, ça serait d'avoir une analyse pour pouvoir simultanément contrôler l'ensemble de ces paramètres, l'ensemble de ces facteurs. Et cet appareil existe, il s'appelle le réofermentomètre. Alors, le réofermentomètre, ce n'est pas un appareil récent, il existe depuis déjà de nombreuses années. On en est à la version numéro 4, qu'on a abrégée en RéoF4. Et l'avantage de cet appareil, c'est que c'est le seul instrument qui existe sur le marché qui permet de mesurer simultanément sur le même échantillon et dans les mêmes conditions la quantité de gaz produite, la quantité de gaz retenue et l'impact qu'ont généré cette quantité de gaz sur le volume, sur le développement de ma pâte. Alors, le fonctionnement de cet appareil est relativement simple. Globalement, il va consister à placer l'échantillon de la pâte à analyser dans une cuve et placer cette cuve dans une enceinte thermostatée et hermétique au sein du RéoF4. Cette enceinte étant par ailleurs instrumentalisée pour pouvoir suivre l'évolution de cette pâte. Donc, elle va notamment posséder un capteur de développement. Je vais juste mon pointeur. Capteur de développement qui va permettre de suivre l'évolution de la hauteur de la pâte dans la cuve ou l'augmentation de volume. Basiquement, au début du test, on met ma pâte dans l'enceinte. Sous l'effet du gaz produit et de la fermentation, la pâte va monter, déplacer le piston et le capteur. Et donc, comme ça, on peut suivre très facilement l'évolution de la hauteur de la pâte dans la cuve, le volume de la pâte. Elle possède en outre un capteur qui va permettre de mesurer la pression du gaz à l'intérieur de l'enceinte thermostatique et donc de pouvoir comme ça mesurer la quantité de gaz produit. Avec en plus une petite subtilité, c'est qu'en fait l'analyse va se faire alternativement sur l'ensemble du contenu gazeux de la chambre de fermentation et de temps en temps, une fois sur deux, juste voir un circuit indirect où en gros l'air avant de passer sur le capteur de pression va passer au sein, je vais essayer de mettre mon pointeur, va passer au sein d'une cartouche de chaude-sodée qui va le débarrasser du CO2. Et donc, on va pouvoir comme ça mesurer d'une part la quantité totale de gaz produit et la quantité de gaz réellement retenu par la pâte au cours du test et au cours de la fermentation. D'un point de vue pratico-pratique, la réalisation de ce test, d'un test Réo, est vraiment très simple et en termes de temps utilisateur, reste très limité. L'idée, c'est de préparer sa pâte. Alors, le type de pâte peut varier. Il peut être une pâte très simple, une farine, eau, sel, levure.
ou une pâte beaucoup plus complexe, intégrant matière grasse, sucre et tout un tas d'autres ingrédients. La condition, bien sûr, sine qua non pour observer un développement et une activité, c'est d'avoir quand même un agent levant, levure, levain ou levain-levure. Cette pâte peut être préparée au laboratoire, par exemple sur le pétrin de l'alvéo ou sur tout autre pétrin que vous possédez, avec, on va dire, comme seule contrainte, c'est d'avoir un pétrin suffisamment répétable pour que lorsque vous répétez plusieurs fois la même analyse, vous produisez la pâte soit suffisamment répétable d'un essai à l'autre. Elle peut aussi, cette pâte-là, être préparée au niveau industriel, hein, directement en prélevant la pâte sur la ligne de production, soit en sortie de pétrin, en sortie de façonnage, ou juste à n'importe quel impact. Donc l'idée, c'est vraiment, je prélève ma pâte, la pâte que je veux analyser, je l'introduis dans la cuve, je la positionne dans mon enceinte thermostatique, je viens positionner dessus mon petit piston qui va permettre de mesurer l'évolution de la hauteur de la pâte, je viens sceller l'ensemble, relier à l'ordinateur, je lance l'analyse et à la fin du test, j'attends que le test se déroule et je récupère les résultats. Avec là encore un petit focus, on vous a dit qu'au niveau du dégagement gazeux, il y avait un circuit direct et indirect. Le circuit indirect passait par une cartouche de chaux sodée qui va permettre d'absorber le CO2, une cartouche que l'on voit ici. Le test se déroule. À la fin du test, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient globalement deux graphiques superposés. Le premier graphique en bas concerne le développement gazeux et possède deux courbes. Une première courbe, celle du haut, correspond au dégagement total de gaz, à la production totale de gaz au cours du test. Et la deuxième courbe correspond à la quantité de gaz réellement retenue par la pâte au cours de l'analyse. Et on voit que dans un premier temps, tant que la pâte n'est pas poreuse, tout le gaz produit est retenu. Donc les deux courbes sont superposées. À partir d'un certain temps, la pâte commence à devenir fragile, à devenir poreuse, et les deux courbes se dissocient. Et le deuxième graphique, lui, est relié au développement de la pâte, au capteur de hauteur, au développement du volume de mon morceau de pâte. Et on voit bien qu'il y a une évolution parallèle. Plus je produis de gaz, plus la quantité par la hauteur de la pâte augmente. Alors bien sûr, sur ces deux courbes, on va pouvoir venir calculer ou mesurer un certain nombre de paramètres, la hauteur maximum atteinte par la pâte, la hauteur finale, le moment où cette pâte atteint son volume maximum. Au niveau du dégagement gazeux, on va pouvoir mesurer la surface sous la courbe rouge, celle du haut, donc le volume total de gaz produit, le volume sous la courbe du bas, le volume total retenu, et bien sûr, entre les deux, le volume de CO2 ou de gaz produit mais perdu par la pâte. On va pouvoir aussi déterminer le fameux TX, c'est le temps ou le moment plus exactement à laquelle la pâte devient poreuse et commence à libérer une partie du gaz qui a été produit par la fermentation. Donc on voit qu'on a en une seule analyse une vision réellement globale à la fois de la quantité de gaz produit, la quantité de gaz retenu et l'effet qu'on a sur le volume de la pâte, donc la prise de hauteur de mon échantillon. Alors maintenant, l'idée, c'est d'essayer de voir comment cet outil peut venir aider le boulanger, pour faire simple, à maîtriser sa fermentation. Et pour ça, je voudrais revenir un petit peu sur les conséquences d'une mauvaise maîtrise de la fermentation. Alors pour ça, je vais m'appuyer un petit peu sur des informations fournies par l'Institut national de la boulangerie-pâtisserie, que je remercie. Et globalement, quand on regarde, on voit que un défaut ou un excès de fermentation vont à la fois, tous les deux, un impact à la fois sur la qualité de la pâte produite et sur le produit fini. Ce qui est l'impact du produit fini va impacter directement l'expérience du consommateur final et potentiellement le rendre désagréablement surpris ou désagréablement impressionné par la qualité du produit fini. Donc, si on regarde un peu plus en détail, on constate qu'un manque de fermentation va pouvoir entraîner un manque de force de la pâte, ce qui va induire globalement une pâte un pain qui va être peu développé, qui potentiellement une mie beaucoup plus dense, plus serrée, et si le processus de fermentation est réellement très lent, potentiellement l'apparition de cloques à la surface de la croûte. A contrario, un excès de fermentation va entraîner un excès de force de la pâte,
Alors potentiellement, dans ce cas-là, si la pâte est vraiment trop tenace, trop forte, on ne produira pas assez de gaz, elle ne va pas arriver à se déformer sous l'effet du gaz et on aura un pain qui va rester plat. On peut aussi avoir un pain plat parce qu'à contrario, on a produit tellement de gaz que la pâte n'est plus suffisamment résistante et va s'effondrer, soit au cours de la fermentation, soit des fois directement lors de la mise au four. Cet excès de fermentation va potentiellement aussi impacter la lueur de la grille, éventuellement jusqu'à l'absence, la couleur de la croûte. L'idée, c'est quoi? C'est que globalement, ce qu'on a vu, c'est que durant la fermentation, les levures vont consommer les sucres simples. Et plus la fermentation va être longue, plus elle va consommer de sucre simple, et moins il y en aura dans le milieu pour l'étape liée à la couleur, qui est la phase de caramélisation. Donc globalement, si j'ai une activité de levure très importante, je vais consommer beaucoup de sucre et je n'aurai plus pour caraméliser et ma croûte va être plus pâle. On peut observer aussi des problèmes d'écaillement de la croûte et d'émiettement de la mie. Donc tout ça pour dire que cette phase de fermentation et notamment cette durée de fermentation est vraiment l'enjeu critique pour le boulanger. Ce dernier doit essayer d'être en mesure de déterminer quel est le meilleur moment pour sa pâte d'être introduite au four. Il ne doit pas la mettre trop tôt, il ne doit pas la mettre trop tard. Et globalement, pour faire ça, globalement, il va se baser principalement sur son expérience, sur un certain nombre de petits gestes, de petits tests de routine, comme appuyer sur la pâte et de voir un petit peu comment elle réagit. Et donc, ça se fait basiquement à l'œil, une analyse sensorielle, ce qui est déjà un premier aspect. Bien sûr, pour pouvoir le guider aussi dans cette détermination du temps optimum de fermentation, il va pouvoir s'appuyer sur tout le process de panification qu'il a mis en place pour aboutir à cette pâte levée. On a vu tout à l'heure déjà la levure. Quelle levure elle est utilisée? Est-ce que c'est une levure plutôt lente ou plutôt rapide? Est-ce qu'elle est tolérante à la composition de sa pâte? Quelle forme il a utilisée? Bien sûr, quelle quantité? Il va aussi pouvoir s'appuyer sur la définition de la recette qu'il a mis en place. Cette dernière va bien sûr dépendre du type de produit qu'il veut fabriquer. Si c'est par exemple un cake, ça risque d'être une pâte beaucoup plus sucrée, avec éventuellement les conséquences qu'on a pu voir sur l'activité au niveau de la pression osmotique et donc une activité moindre des levures. La qualité de la farine va aussi jouer fortement. Donc on l'a vu tout à l'heure au niveau de la capacité à se déformer sans se déchirer, donc les qualités rhéologiques de la pâte, la qualité du gluten, mais d'autres paramètres tels que l'activité amylasique, la quantité d'amidon endommagé, vont eux jouer sur la production gazeuse. Si j'ai pas suffisamment d'amylase, pas suffisamment d'amidon, je ne vais pas produire suffisamment de sucre fermenté cible, de substrat pour que ma levure puisse travailler. Puis on a vu tout un tas d'autres additifs pouvaient éventuellement aussi impacter. Donc tous ces éléments-là vont encore une fois guider le boulanger dans sa démarche de définition, de trouver l'optimum de fermentation. Le process, bien sûr, va jouer si je veux un pétrissage intensif ou accéléré, continu, discontinu, en fonction du degré de mécanisation. Si j'ai une division manuelle, je ne vais pas avoir le même résultat au niveau de la qualité de ma pâte et donc de ma fermentation finale que si j'ai une division et une mise en forme mécanique, en fonction des réglages que je vais avoir sur ces différents équipements, en fonction de la durée des différentes étapes préalables, notamment le pointage. Tout cela va aussi influencer la fermentation dans l'aspect global et donc la durée et aider le boulanger à évaluer ces éléments-là. Sans oublier, bien entendu, l'environnement dans lequel se passe cette fermentation et ma panification, température de l'atmosphère, l'hygrométrie et pression atmosphérique. Donc concrètement, on voit que pour pouvoir déterminer ce temps de fermentation optimal, qui est quand même crucial pour avoir in fine un produit avec le volume attendu, il y a de très nombreux facteurs à maîtriser, à prendre en compte, et que toute cette analyse se fait souvent de façon relativement empirique et sensorielle, ce qui a le mérite d'exister, mais qui présente quand même un certain nombre d'inconvénients par rapport déjà à l'opérateur dépendance, c'est-à-dire qu'en fonction de l'opérateur qui va faire ce constat-là, le temps de fermentation, le temps qu'on va mettre à fermenter la pâte ne va pas forcément être le même. En fonction de l'opérateur, en fonction que ce soit en début ou en fin de journée, là encore, ça va pouvoir varier. Ça veut dire aussi former un opérateur expert, ce qui prend du temps, de l'énergie, de l'argent, et puis ce qui peut poser des difficultés le jour où cet opérateur, pour une raison X ou Y, quitte l'entreprise. Retraite,
ou autre raison, et où là, on va perdre en gros toute la traçabilité, tout le retour d'expérience qu'on peut avoir. Et donc, l'idée, c'est de pouvoir guider toutes ces étapes, pouvoir évaluer l'impact de ces différents facteurs, levure, recette, process, environnement, non plus de façon sensorielle, par un boulanger ou un opérateur expert, mais de façon instrumentale à partir de données qui soient chiffrées, enregistrables, compilables à travers le temps et transmissibles euh, d'un technicien à l'autre, d'un opérateur à l'autre, d'un boulanger à l'autre. Et donc, de pouvoir l'aider dans toutes ces opérations qu'on a évoquées juste avant, la sélection et le contrôle des levures, la sélection et le contrôle des ingrédients, l'impact du process et l'impact de l'environnement. Et donc, c'est ce que je vais essayer d'expliquer de façon très rapide à travers quelques exemples sélectionnés. Donc, tout d'abord, concernant la sélection et le contrôle des levures. Bien sûr, hein, sans surprise, et je ne vais pas vous l'apprendre, en fonction de quantité de levure qu'on va introduire dans la pâte, je ne vais pas avoir les mêmes cinétiques de développement gazeuse et les mêmes cinétiques de fermentation. Ce n'est pas une surprise, bien entendu, mais là, on peut le mesurer de façon objective et voir que non seulement, bien entendu, la fermentation va être plus rapide, mais qu'il va y avoir tout un tas d'autres phénomènes qui vont se passer. Et donc, sur l'exemple qu'on a pris, en gros, c'est une même pâte hein, dans lequel, qui a été produite exactement de la même façon, mais dans lequel on a juste modifié la quantité de levure. On se rend compte que plus ma quantité de levure augmente, quand je passe du rouge, orange ou bleu, plus mon dégagement gazeux est rapide et important. Ce qui se traduit, bien entendu, par un développement de la pâte, par une prise de hauteur de ma pâte beaucoup plus rapide et plus importante. Simplement, si on continue l'analyse au cours du temps, on va se rendre compte que cette augmentation de la quantité de levure va aussi favoriser une apparition beaucoup plus rapide de la porosité, à partir du moment où la pâte va commencer à relarguer une partie du CO2 qui a été produit. Pour rappel, hein, cette porosité, elle apparaît sur la courbe Réau à partir du moment où les courbes de production totale et de production retenue se séparent. Donc elle apparaît à peu près après une heure et demie, un peu plus d'une heure et demie avec 1,5 g, autour de 45 minutes avec 0,5 g, et après seulement une quarantaine de minutes, et même un peu moins, lorsqu'on a un peu plus de 6 grammes de levure. Autre point que je trouve intéressant, mais rassurez-vous, j'irai beaucoup plus vite sur les autres courbes. Autre point intéressant, c'est qu'on voit que lorsqu'on a beaucoup de levure, on a une production de gaz très rapide, très importante au début, une apparition de la porosité, elle aussi assez précoce, et puis qu'au bout d'un certain temps, la production totale de gaz, la capacité de la levure à produire du gaz, diminue, d'abord progressivement, puis brutalement. Et là, ça caractérise aussi un autre phénomène qui est l'épuisement des sucres fermentescibles. Globalement, la levure, elle a tellement travaillé, elle a épuisé tout le substrat qui lui servait à produire du CO2. Et au bout d'un moment, elle n'a plus suffisamment d'aliments pour pouvoir travailler, et donc elle va arrêter de produire du gaz. Donc tout ça pour dire que bien sûr, ce n'est pas des phénomènes inconnus, mais qu'on peut, grâce au réofermentomètre, arriver à déterminer soit la bonne quantité de levure si on veut un temps de fermentation fixe, soit pouvoir adapter, anticiper la durée de fermentation si on modifie la quantité de levure, ou trouver en tout cas le bon équilibre entre ces différents éléments. Autre chose, hein, ce qu'on a vu, c'est que la levure est un produit vivant dont la qualité peut forcément varier d'un batch de production à l'autre. Et donc, il nous semble important de pouvoir contrôler, de la même façon que vous contrôlez vos approvisionnements de farine hein, auprès de votre meunier, vous vérifiez que l'extensibilité, les résultats alvéo, l'extensibilité, tout ça sont bien conformes à votre cahier des charges, à vos attentes. Et on pense qu'il est important aussi de faire le même travail au niveau de l'eau et le réo est parfaitement adapté à ce type de contrôle. On continue toujours de développer un petit peu la même idée, hein, la levure, un produit vivant, donc sa qualité va forcément être altérée ou au moins évoluer en fonction de la durée de conservation et des conditions de conservation. Donc là, sur cette étude-là, globalement, c'est la même recette, la même pâte qu'on a travaillé sur le même appareil, le même printemps, le même process.
on a juste incorporé la même quantité d'une même levure, mais après différents temps de conservation de cette levure à 20 degrés. Et ce qu'on voit, c'est que au début, après quelques jours de fermentation, la vitesse de production de gaz diminue, la production totale aussi, mais relativement légèrement. Et puis cette production et cette vitesse diminuent progressivement. Et au bout d'un certain temps, on a vraiment une perte très importante des capacités de cette levure à produire du gaz. Et si on continue dans le temps, on va carrément avoir une absence de production, on va avoir complètement une levure qui va devenir inactive. Donc là aussi, si jamais vous avez un process de fabrication, une contrainte de stockage ou autre qui font que votre levure doit être conservée durant un certain temps avant l'utilisation, eh ben, il nous semble intéressant de pouvoir contrôler l'activité de cette levure au cours de la conservation. Et là encore, le Réo peut vous y aider de façon pertinente et efficace. Donc, on vient de voir comment on pouvait, ou quelques exemples de quelques idées, comment utiliser le Réo pour contrôler et sélectionner les levures. Eh ben, on peut appliquer exactement la même méthode au contrôle des ingrédients. Alors, bien sûr, le contrôle des approvisionnements farine. Hein. Alors, ce qu'on a vu, c'est que la qualité de la farine, la qualité du gluten va bien sûr impacter très fortement sur les capacités de rétention de la pâte, extensibilité, ténacité. Mais ce qu'on a vu également, alors tous ces paramètres qu'on peut contrôler régulièrement avec des outils tels que l'Alvéo, hein, qui sont pertinents et très bien pour ça. Mais on a vu aussi que la composition de la farine, quantité d'amylase, activité amylasique, quantité d'amylase endommagés, par exemple, avaient, eux, un impact très important sur la capacité de cette farine à produire ou à favoriser l'activité de la levure. Et que donc, il nous semble aussi important, quand on contrôle une farine, de contrôler non seulement ses aspects rhéologiques, avec la VO par exemple, hein, mais aussi d'aller contrôler son pouvoir fermentatif, si je peux m'exprimer ainsi, à l'aide du réofermentomètre. On voit aussi que avec un certain nombre de contraintes, les contraintes législatives ou simplement du consommateur peuvent évoluer. Et que certains éléments, par exemple, récemment ou depuis quelques années, il y a eu une demande pour réduire la quantité de sel dans les formulations. Euh, donc cette quantité de sel a bien sûr un impact sur l'aspect gustatif. Hein. Moi, je mets de sel, il va avoir de goût et donc il faut trouver une solution à ça. Il va avoir un impact sur l'aspect rhéologique de ma pâte. On sait que c'est un ingrédient qui va favoriser, on va dire plus globalement, le développement de mon réseau de gluten. Donc, si je mets moins de sel, il va falloir que je trouve une solution pour compenser cet aspect technologique. Mais ce qu'on a peut-être tendance aussi à oublier, ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est que plus je mets de sel, plus ou moins, pardon, ma levure sera active, effet osmotique. Et que donc, si j'ai une formulation dans laquelle je vais diminuer la quantité de sel, il va falloir que je adapte aussi soit la quantité de levure, soit la température, soit l'environnement en tout cas, pour faire en sorte que globalement, ma fermentation s'adapte à ce nouvel environnement et à cette nouvelle quantité de sel. Et là encore, le Réo peut vous y aider. On a vu également, il faut que je vais essayer d'accélérer un tout petit peu, un problème de volume peut être lié à un défaut de production gazeuse. Alors, les solutions pour compenser ce défaut peuvent être nombreuses, mais une des solutions, c'est d'ajouter de l'alpha-amylase exogène. L'idée, c'est en gros de pouvoir, si on a identifié que la problématique était liée à un manque de substrat pour la levure, à un manque d'activité amylasique de ma farine, de pouvoir compenser ce défaut. Et là, il va falloir que je trouve la bonne enzyme, puisque sur le marché, vous pouvez avoir tout un tas d'amylases différentes avec des capacités amylasiques variables, et puis de déterminer la bonne quantité. Et là encore, le Réo peut vous y aider. À l'opposé, un défaut de volume peut être lié à un problème de rétention gazeuse. Et là, une des solutions, hein, c'est éventuellement de renforcer la formulation par un ajout de gluten. Quel gluten ajouter? En fonction d'un lot à l'autre, les caractéristiques, ses capacités sont différentes et quelle quantité. Là encore, au risque de me répéter, le Réo peut vous aider à trouver la solution et à déterminer quel est le bon gluten et quelle est la bonne quantité de ce gluten pour répondre à votre besoin spécifique et au produit que vous voulez fabriquer.
Autre facteur important, toujours concernant les ingrédients, c'est vrai qu'on voit que les tendances au niveau de la consommation évoluent énormément depuis quelques années. Et typiquement, le gluten-free, les produits sans gluten, sont assez à la mode. Et ben, la bonne nouvelle, c'est que là aussi, l'oréofermentomètre est capable de pouvoir analyser des pâtes sans gluten et de pouvoir faire des différences entre des formulations. Typiquement, ici, on a analysé deux formulations sans gluten différentes et on a pu observer, chose absolument non surprenante, un développement de gazeuse, une apparition de porosité et aussi le développement de la pâte. Et voir des différences entre ces deux formulations. Laquelle est la meilleure? Ça va dépendre du produit qu'on veut fabriquer et faire le lien avec le produit fini. Mais le Réo est réellement capable de travailler sur des produits sans gluten, aussi bien au niveau de la production, de la rétention gazeuse, que du développement de la pâte. Donc, on a rapidement vu quels étaient l'impact, comment le Réo pouvait être utilisé pour analyser les levures, pour analyser les ingrédients. Juste quelques exemples rapides pour focaliser sur le process. Une des étapes qu'on peut retrouver au cours du process, c'est une phase de surgélation. On sait que cette surgélation peut impacter de façon négative l'activité des levures, présence d'eau, de cristaux qui viennent et autres. Et ben donc, il va falloir, dans ce cas-là, trouver une solution un peu pour compenser cette baisse d'activité. Alors, ça peut être d'ajouter plus de levure, ça peut être d'augmenter le temps de fermentation, de trouver une souche de levure, de sélectionner une souche de levure qui soit résistante. Donc, toutes ces étapes-là peuvent être, ou toutes ces solutions peuvent là encore être assez facilement évaluées à l'aide du Réo. Même chose, hein, temps de pétrissage a un impact direct et sur la capacité de rétention et sur la capacité de production gazeuse. Et là encore, le Réo peut vous aider à trouver le bon compromis, à trouver la bonne durée de pétrissage qui s'adapte à votre process, à votre produit et à vos contraintes. Derniers exemples, et après, je vous promets, j'en ai fini. C'est l'impact de l'environnement. Donc, on sait clairement que la levure va travailler plus ou moins vite en fonction de la température de son environnement. Et là encore, on peut, à l'aide du Réo, très facilement déterminer quelle est la température optimum ou, à contrario, par rapport à la température imposée, d'essayer d'évaluer quelle va être la cinétique ou les cinétiques de production gazeuse et de rétention gazeuse et l'impact que ça va avoir sur le développement de la pâte et le produit final. Et de trouver le meilleur compromis par rapport, encore une fois, à ses contraintes personnelles et aux produits finis qu'on veut fabriquer. Donc j'en ai fini les exemples. Je vais très rapidement essayer de conclure et de resynthétiser un petit peu les différents éléments que j'ai essayé de vous présenter aujourd'hui de façon un petit peu succincte et rapide, je m'en excuse. Mais globalement, la fermentation, c'est réellement une étape clé du processus de panification. Alors, au même titre, je suis d'accord que le pétrissage, que le façonnage ou la cuisson, et qui sont toutes interdépendantes. On voit aussi que mal maîtrisée, elle va conduire à des défauts de pâte et aussi d'apparence du produit fini, ce qui est peut-être, du point de vue en tout cas du consommateur et de votre client, le plus préjudiciable en termes de volume, en termes de couleur de croûte, en termes de texture de mie, de texture de croûte et ainsi de suite. On a vu que les techniques pour fermenter, pour cette étape de processus de fermentation est d'un point de vue technologique très variable. Le nombre, pointage après, la durée, le type de levure, le type de process, mais que malgré toute cette variabilité, il y a un point commun qui est la fermentation alcoolique, fermentation qui va permettre de transformer les sucres simples en gaz carbonique qui va permettre le développement de la pâte et d'obtenir une structure aérée et un pain volumineux. On a vu bien sûr que le volume final du produit fini dépendait de l'activité de la levure, hein, en gros de la quantité de gaz qu'elle va être produite, mais que si cette condition est nécessaire, indispensable, elle n'est pas suffisante. Il faut produire du gaz, mais il faut aussi être capable de le retenir. Et là, du coup, il y a une importance de la qualité de la pâte que vous avez produite et du réseau de gluten. Il doit être suffisamment pouvoir s'étendre, il doit être suffisamment tenace pour ne pas rompre lors de cette déformation. Et tout l'équilibre est donc à trouver entre ces différents paramètres, produire suffisamment de gaz et avoir une pâte qui soit capable de se déformer tout en retenant ce gaz. Et ce que j'ai essayé de vous montrer, en tout cas durant cette dernière slide, c'était que un auxiliaire efficace pour pouvoir vous aider ou aider le boulanger dans cette maîtrise de la fermentation, c'était le Réo fermentomètre F4.
Il peut vous aider dans les phases de sélection et de contrôle des levures, de sélection et de contrôle des ingrédients de la recette. Il peut vous aider à optimiser le process et à vous impacter, à comprendre l'impact de l'environnement sur votre processus de fermentation. Je voulais aussi juste reboucler très rapidement un petit peu sur les premiers webinaires organisés de l'année sur le pétrissage et sur le façonnage, où on avait vu que là aussi, on avait des solutions adaptées, instrumentales, qui permettaient de renforcer globalement la maîtrise de ces différentes étapes et de remplacer progressivement le contrôle sensoriel par une analyse instrumentale chiffrée. Et donc, des appareils tels que le SD-Matic, l'Alveolab, le Mixolab sont parfaitement adaptés pour pouvoir évaluer l'absorption d'eau, la consistance de la pâte, l'extensibilité. Donc, je vous invite aussi, si vous n'avez pas eu l'occasion de les voir et si vous êtes intéressé, à vous reporter au premier séminaire organisé cette année sur ces thématiques-là. Dernier petit point, hein, on va élargir maintenant, après avoir fait un petit focus sur Chopin, on va revenir un petit peu plus largement sur KPM, donc qui propose des produits Chopin pour une analyse fonctionnelle et aérologique, mais vous disposez aussi au sein de KPM d'un certain nombre d'instruments de mesure pour évaluer l'humidité des différents composants de vos farines, de vos ingrédients multiples et variés. Et puis, vous pouvez trouver aussi au sein de KPM une expertise et une capacité d'une analyse en ligne par vision pour pouvoir évaluer la qualité de vos produits finis rejetés. Donc, je vous invite très sincèrement à consulter le site KPM pour avoir plus d'informations sur ces différents éléments et pas hésiter à et ne pas hésiter à reprendre contact avec les collègues sur ces différents sujets. Voilà. J'ai été un peu plus long que prévu, je m'en excuse. J'espère que malgré tout, la présentation vous aura été intéressée. Et je vais essayer de voir maintenant s'il y a eu des questions au cours de cette présentation. Alors, les questions. OK. Quelle est la durée d'un test réo? Alors, bonne question. Globalement, ce qu'il faut savoir, c'est que l'analyse réo n'est pas normalisée. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de standard défini. Classiquement, le test le plus courant, on travaille sur 3 heures. Bien sûr, c'est quelque chose qui est complètement paramétrable. On peut diminuer la durée du test ou l'augmenter. Après, on ne peut pas la diminuer de façon vraiment excessive. On travaille avec des produits vivants. Il faut globalement laisser le temps à la levure de travailler. Donc, on ne peut pas réduire non plus à peau de chagrin cette phase de fermentation. Et c'est clair que ce n'est pas une analyse qui va pouvoir être réalisé en quelques minutes. Il va falloir laisser le temps à la levure d'agir. Autre question, quel est l'échantillon, la taille de l'échantillon de pâte? Alors là encore, étant pas normalisé, il n'y a pas de règle absolue, hein, ça va dépendre du type de pâte que vous avez, ça va dépendre éventuellement des contraintes. Mais l'ordre de grandeur, c'est autour de quelques centaines de grammes. Classiquement, le test, on va dire traditionnel, on était autour de 300 grammes de pâte. Alors, en fonction, bien sûr, de la levure, du développement, on va pouvoir baisser un petit peu cette quantité de pâte ou au contraire l'augmenter. Mais l'ordre d'idée, c'est ça, c'est autour de 200-300 grammes de pâte. Autre question, peut-on utiliser pour analyser tout type de pâte? Ah, j'aurais tendance à dire que oui, avec une contrainte quand même ou une limite, cependant, ça va être la consistance. C'est-à-dire qu'il va falloir quand même qu'on ait une pâte qui se tienne et qui ne soit pas trop liquide. Le risque, si on a la pâte qui soit trop liquide, c'est qu'on aille nager, entre guillemets, que la pâte s'écoule à travers un certain nombre de détecteurs et vienne perturber l'analyse. Donc, oui, on peut analyser vraiment un très large panel de pâtes. La limite pour moi, c'est vraiment de ne pas avoir des pâtes trop liquides. Là, ça va être beaucoup plus compliqué. Autre question. Peut-on analyser les poudres levantes? Alors, j'imagine que par poudre levante, vous parlez de ce qu'on pourrait appeler improprement levure chimique.
La réponse est non. Globalement, le fonctionnement, le mode d'action des poudres levantes est vraiment très différent de celui d'une levure ou d'un levain. Ça a une réaction vraiment instantanée et qui n'est pour le coup pas adaptée à l'analyse du réo. Question. L'analyse réo est-elle normalisée? Bah, non, comme je viens de le préciser, c'est l'une des rares méthodes ou l'un des rares appareils proposés par Chopin Technologies qui ne fait pas l'objet d'une norme. Ah, hop, autre question. Est-ce que la cartouche de chausse-eau-dé doit être remplacée de temps en temps? Si oui, à quelle fréquence? Alors oui, alors la cartouche de chausse-eau-dé peut être remplacée. Alors, en tout cas, il est clair que la chausse-eau-dé, à partir du moment, elle va changer de couleur en fait. C'est-à-dire qu'au départ, la chausse-eau-dé est blanche et progressivement, au cours des tests, elle va devenir bleue elle va changer de couleur. Lorsque toute la cartouche, on va dire les trois quarts, les deux tiers de la cartouche est devenue bleue, là, il va être temps de changer la chausse-eau-dé. Alors, soit on remplace juste l'intérieur de la chausse-eau-dé, soit éventuellement on déplace la cartouche, on la laisse à l'air libre. Le CO2 va être évacué et va être entre guillemets, on va régénérer la chaude-soudée et vous pourrez la réutiliser derrière. La fréquence, ça va dépendre principalement du nombre d'analyses que vous allez faire. Plus vous faites des analyses fréquentes, plus vous devrez renouveler cette chaude-soudée régulièrement. Vraiment, l'indicateur, c'est à partir du moment où la cartouche change de couleur sur un volume important. OK. Et ben, je crois que j'ai fait le tour des questions pour l'instant. Donc, par rapport au timing, on n'est pas trop mal. Ce que je vais vous proposer, c'est de mettre fin à cette formation pour aujourd'hui. Bien sûr, si vous avez des questions complémentaires, n'hésitez pas à revenir vers nous pour échanger, pour commenter ou pour euh, essayer de répondre, éclaircir certains points qui ne l'auraient pas été aujourd'hui. Voilà, donc en tout cas, je vous remercie clairement pour votre participation. J'espère qu'elle a été intéressante. Et je vois que, voilà, on pourra y revenir plus tard. Et encore une fois, je vous rappelle que pardon, cette présentation est enregistrée et que vous pourrez y accéder soit dans les prochaines heures, soit dans les prochains jours. Mes collègues vous enverront un lien pour pouvoir y accéder. Merci beaucoup de votre participation. Bonne journée à vous et en espérant vous revoir bientôt sur une prochaine session des mythes de spécialistes. Merci beaucoup et bonne journée à vous. Au revoir.